Bonjour et bienvenue dans le Monde Campus, le MAG. Comment choisir sa voie, comment choisir sa vie. Dans cette émission, nous vous racontons comment les jeunes vivent, se forment, travaillent et changent le monde. Et on se retrouve chaque mois dans une nouvelle ville. Et avec la chaîne normande, nous sommes ce mois-ci à Rouen. On va, comme d'habitude, vous emmener à la rencontre de jeunes qui font bouger la région. On va traiter aussi un dossier spécial. On parle de l'oral, sujet d'actualité, savoir prendre la parole en public, s'exprimer, convaincre. C'est une base à acquérir, mais il y a quelques astuces pour cela. Et avant ça, on va retrouver le parrain de cette émission. Alors Emmanuel, quelques devinettes. Il est né à Rouen, il est le 489e sociétaire de la Comédie Française. On l'a connu sous les traits de Scapin, Richard III ou Cyrano. Et il a joué pour les plus grands réalisateurs comme Michel Gondry, Gilles Legrand ou Bertrand Tavernier. Je veux parler de l'immense Philippe Torreton. Eh bien, on file le retrouver en plateau. Philippe Torreton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission Le Monde Campus MAG spécial Rouen. En fait, dans cette émission, on met en avant des parrains ou des marraines qui sont originaires de la région. Et donc vous êtes né ici, né à Rouen. Vous revenez souvent sur vos terres natales? Ah bah oui, très souvent. Enfin, à Rouen précisément, pas forcément, mais Grand Quevilly, oui. Et puis après, c'est plus dans l'Eure où ma mère est installée maintenant. Et puis, mais je passe très souvent. Ouais, il ne se passe pas un an sans que je revienne moins 2-3 fois. Ouais. Alors ensemble, on est parti pour une dizaine de minutes pour découvrir votre parcours et peut-être inspirer les étudiants, les jeunes qui nous regardent. On va revenir un peu dans le passé. Justement, vous parliez de votre maman. Chez vous, il y avait 2 frères fans de foot, un père pompiste, une mère institutrice. Et vous, au milieu, vous étiez quel ado? Alors, fan de foot, non. Je sais, ça doit être une information qui est... Oui, c'est votre fiche Wikipédia. Il faisait beaucoup de sport. Mes 2 frères faisaient beaucoup de sport. Mais c'était surtout athlétisme pour le frère aîné et puis natation, water-polo notamment, et pour mon petit frère, qui a été président d'un club de rugby d'ailleurs à Grand et maintenant entraîneur. Et donc, moi, entre les deux, j'essayais de faire du théâtre sportivement, on va dire. On m'a toujours collé une réputation d'acteur qui bouge beaucoup, qui a envie de... Mais c'est peut-être dû à ça, oui. Effectivement, moi, un des plus beaux jours de ma vie, par exemple, on était au lycée, j'étais dans une classe de footeux, et vraiment d'un très bon niveau de foot. Et un jour, j'ai été voir un de leurs matchs, et du coup, pour me rendre la politesse, ils sont venus voir un spectacle qu'on avait coécrit avec 2 autres camarades. Et ils m'ont félicité sur ma souplesse et mon énergie physique. Et ça a été mon plus beau compliment, quoi. Que ces mecs que j'admirais me disent « Ah, dis donc, mais t'es sportif, t'es des caractéristiques physiques, quoi. » Ouais, ça m'a plu, ça. Ça m'a plu. Alors, vous parliez du théâtre. Lorsque vous étiez ado, votre maman vous a inscrit à un stage de théâtre. Et en 5e, vous avez rencontré un professeur qui vous a beaucoup marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. C'était Monsieur Désir, Gérald Désir, qui était mon professeur de français, donc au collège Édouard Branly à Grand Quevilly. Et il avait conseillé à mes parents de m'inscrire à ce club théâtre tous les mercredis, parce que j'étais très très timide, mais vraiment puissance 10, enfin timoré même. Et je préférais dire que je ne sais pas ma leçon plutôt que de la réciter, par exemple. D'où certaines mauvaises notes. Donc c'était assez handicapant. Alors donc je me suis retrouvé dans ce club théâtre, mais vraiment avec le tampon éducation nationale, professeur qui fait foi et tout ça, et sans que le théâtre ne soit passé par moi d'une quelconque façon avant. Et ça m'a tout de suite plu. Ça n'a en aucun cas guéri ma timidité dans un premier temps, mais j'aimais bien le mélange des genres, quoi. J'aimais bien le fait que on soit avec des garçons et des filles de 3e, donc quand on est en 5e... C'est très grand. Ce sont des dieux vivants. Et que les profs soient un peu moins des profs et un peu plus des amis, ça me plaisait aussi. D'utiliser le collège le mercredi après-midi où il n'y avait personne, donc pour les timides, on récupère un peu l'objet, c'est un peu à nous, quoi. Et on est un petit peu à part, on est un petit clan comme ça à part. Et donc mes lundis étaient moins solitaires, parce que quand on n'est pas spécialement attiré par le foot,
et qu'avec les filles, c'est plutôt très timide et distant, on va dire. C'est le collège, en même temps. Ouais, c'est le collège. Ouais, mais quand même, il y avait quelques numéros quand même. Donc, on n'a pas beaucoup d'exploits à raconter le lundi matin, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ni amoureux, ni footballistique. Et donc, il y a des grands moments de solitude pendant les récrés, quand on a cet âge-là. Et là, le théâtre, ça permettait de reconquérir un peu d'estime de soi, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, le théâtre. C'est se découvrir grâce aux autres, et c'est découvrir les autres grâce à moi, c'est-à-dire grâce aux efforts que je peux faire pour aller vers les autres. Alors vous avez dit au Monde, sans mon prof de 5e, je ferais partie des exclus de la culture. Oui. Qui sont ces exclus de la culture et qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'avais dit ça au cours d'un débat organisé par Le Monde, oui, avec Françoise Nyssen. Et festival. Oui, exactement. Et oui, parce que on pense toujours à la pauvreté, à l'immigration récente, aux quartiers compliqués, etc. Mais, et on a raison d'y penser, mais il y a aussi une exclusion plus soft, comme ça, d'une classe moyenne où la culture, voilà, on a la télé et c'est tout. Et quelques livres sur un rayonnage, et c'est tout. Oui, on ne va pas forcément au musée, au cinéma. On ne va pas au musée, on ne sort pas. Et c'est pas acculturé, mais il n'y a pas de pratique culturelle. Moi, je n'ai jamais été au théâtre avec mes parents. Et ce n'est pas une question d'argent. Mes parents n'étaient pas très riches, mais je pense qu'une sortie par an, ils auraient pu le faire. Mais ça ne rentrait pas dans leur état d'esprit. Enfin, c'était pas, c'était pas ancré, quoi. Et ce qui fait que, finalement, même encore aujourd'hui, alors que j'en ai fait mon métier, mais je ne suis pas du tout un spectateur, par exemple. Ni un lecteur. C'est pas un réflexe, en fait. C'est pas un réflexe. Et c'est pour ça que c'est important de travailler ça dès l'enfance, parce que sinon, c'est presque irrattrapable, en fait. On peut faire des énormes efforts, mais c'est très compliqué. Et de ce point de vue-là, on peut être exclu de la culture, oui. Et voilà, il faut travailler à rendre accessible la culture, et c'est un travail long, ingrat, et qui rapporte rien à ce qu'ils font. C'est pour ça que ça n'avance pas. Mais, et ça n'obéit pas forcément à des grands plans, ni tarifaires, ni comment dire, pédagogiques. Enfin, c'est ce que j'ai dit à Jean-Michel Blanquer il n'y a pas longtemps, qui rencontrait quelques personnes du milieu de la culture, parce qu'il prépare un grand plan théâtre à l'école. Mais justement, ça me fait peur quand on parle de grand plan théâtre. J'ai envie de dire, mais il y a déjà plein de gens qui font des tas de choses. Donc aidez-les, ceux-là. Aidez-les. Et puis généralisez. Et surtout, acceptez l'erreur. Acceptez que dans tout ce qui va se faire, il y a des choses, il y a des profs qui vont se planter, il y a des intervenants qui vont se planter. Mais ce n'est pas grave. La vie sur Terre, elle est apparue avec une suite d'erreurs dans la soupe originelle qu'on était, avec tous ces micro-organismes. Eh bien, tout n'a pas donné des dinosaures, et tout n'a pas donné des mammifères. Il y a eu mais c'est parce qu'il y avait une telle profusion de matière que ça a pu se faire. Et je crois que l'excellence, elle vient d'une profusion. C'est pour ça que personne ne doit filtrer cette profusion-là. Personne ne doit l'orienter. Il faut générer, il faut permettre que ça se passe. Et puis laisser faire la vie. Alors je vais vous proposer de continuer cette interview en regardant un reportage au collège Édouard Branly. Ça va sûrement vous rappeler des souvenirs, puisque c'est là où des jeunes pratiquent le théâtre et où vous avez pratiqué le théâtre. C'est un reportage de Julie Terrier pour la chaîne normande. Les élèves aiment bien venir parce que du coup ils se retrouvent, ils se regroupent de niveaux différents, de classes différentes, et puis ils se regroupent autour d'un même projet, donc ça fédère. On a parfois des élèves très timides qui viennent un petit peu renfrogner, parce que les parents les envoient, surtout les gens qui sont timides, ça te fera du bien. Et puis parfois ils se révèlent et voilà, ça fait du bien de les voir s'épanouir, surtout qu'ils sont à des âges où l'adolescence c'est pas facile, le travail avec son corps. J'ai toujours été attirée par les lettres, les langues et la littérature, mais effectivement ma professeure de 3e de français était aussi la professeure de théâtre au collège, donc c'est vraiment une passation de flambeau. On a quelques élèves qui l'ont fait tous les ans et qui ont continué parce qu'ils nous aimaient bien et parce qu'on leur avait donné envie de continuer le théâtre. C'est des matières une gratuite
parce que pas forcément tous les parents ont l'argent pour pouvoir payer ce genre de cours à l'extérieur. Et moi, c'est ce genre de petites options qui m'ont permis de découvrir les joies de travailler avec les autres. Et est-ce que pour vous pensez que c'est ce genre d'options qui font naître aux élèves des envies de travailler dans ces métiers plus tard, comme le cinéma ou le théâtre? Et est-ce que c'est cette petite option dans un collège qui vous a donné envie de travailler dans le théâtre et dans le cinéma? Philippe Torreton. Je réponds directement. Alors. Vous répondez directement. Ouais. Eh bien, oui, c'est vrai, Lilandra, ça m'a donné envie de travailler dans ce milieu-là. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément ça qui compte en fait. Il faut en faire, il faut passer par le théâtre, d'une façon ou d'une autre. Que ça éveille ou pas une envie future d'être comédien ou de travailler dans ce grand métier bizarre qui est le spectacle vivant. Mais c'est pas forcément pour ça que je plaide pour le théâtre à l'école. C'est l'émancipation que ça permet, la reconquête de soi. On parlait de timidité tout à l'heure dans le reportage. Effectivement, l'école, c'est agressif. Voilà. Même une super école, hein, c'est agressif. La vie en communauté est agressive. Donc, même si on est entouré de gentils, ça reste agressif. Peut-être même surtout. Mais donc, on vient se frotter aux autres. Et quand on n'a pas beaucoup d'assurance, ça peut être très destructeur. Or, on est à un âge où finalement, c'est ce que je dis toujours, cette adolescence ou la préadolescence, c'est un bouleversement physique, hormonal, les pensées qui commencent à venir, qui ne sont pas bien, on chope des trucs politiques, mais on les chope à gros traits, et puis on en fait de l'absolu. Et on a la voix qui change, on a des boutons sur le visage. C'est affreux, ouais. C'est affreux. Et on nous demande d'écouter des choses qui nous viennent du professeur, et même si le professeur est super, etc., mais on n'a pas très bien, on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire plus tard. On ne sait même pas très bien s'il y aura un plus tard avec ces conditions climatiques qui changent. Donc mettons-nous à la place de ces... Et moi, je refuse de me considérer... Alors, j'ai 55 ans maintenant, mais je suis toujours sur un banc d'école. Je suis fidèle à ça, à mes impressions, à mes tremblements, à mes peurs. Et je n'ai jamais quitté ça. C'est pour ça qu'on guérit, oui et non. Mais on s'habitue, comme dit Jacques Brel. Voilà, on s'habitue, c'est tout. Et on en fait une arme, comme dans les arts martiaux. Bon, une force. Je suis faible, donc je vais utiliser ma faiblesse pour faire basculer l'adversaire. Donc une force, oui. Alors on va voir une photo de vous quand vous êtes rentré à la Comédie Française. C'était au début des années 90. Vous avez dit le théâtre se joue autant avec les pieds qu'avec la tête. Il faut s'y frotter physiquement. On parlait du foot tout à l'heure. Comment on se prépare pour incarner un rôle? Des conseils qui serviront peut-être aux étudiants ou aux jeunes qui nous regardent pour... À la fois, on peut se préparer pour le théâtre, mais se préparer à un rôle, c'est aussi se présenter devant un jury, c'est aussi préparer un entretien, par exemple. Comment vous faites, vous? Eh bien, les conseils, en général, sont faits pour ne pas être suivis, parce que c'est depuis le temps qu'on donne des conseils. Ils sont personnels, vous voulez dire? Oui, c'est assez personnel, et puis je crois qu'il faut éprouver par soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se brûler avec une casserole pour comprendre que le manche peut faire circuler la chaleur. On aura beau dire... Attention, mais il faut l'éprouver. Alors, on retient que des choses infimes. Moi, je ne travaille pas du tout de la même façon maintenant qu'au début. J'ai tendance à penser que l'expérience, c'est l'art de se poser plus vite les bonnes questions. Voilà. Mais on se pose des questions quand même. Mais au début, on a une approche... Alors, on parlait de physique, de conditions physiques tout à l'heure, peut-être un peu plus physique, un peu plus expérimentale, où on aime bien la méthodologie. C'est marrant parce que souvent, avec les jeunes comédiens, si on parle du texte, on les emmerde un peu. Et si je me mets à leur parler d'une méthode de travail, où on va crier, on va retrouver le cri primal qui est en nous, ce que je ne fais pas parce que ça m'énerve, mais ça, ils aiment bien, au contraire. Les emmener vers une méthode c'est rassurant, une méthode. On peut y aller à fond, c'est comme une salle de sport, on peut se muscler. Mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Et moi, ma façon, en fait, maintenant de me préparer, c'est de ne pas me préparer justement pour ce personnage que je ne connais pas, et que même parfois l'auteur ne connaît pas, parce que le personnage, pour moi, est une impression du public.
c'est le public qui a une impression de personnage. Nous, on va participer à faire en sorte que ça apparaisse, que ça prenne forme. Et alors, on est un gros pourcentage de ce travail-là, mais on n'est pas unique. Et en revanche, là où on peut bosser, nous, comédiens, c'est sur le texte. Voilà. Et il n'y a que ça. Et ça, c'est concret. Et à force de passer du temps sur le texte, on finit par comprendre certaines choses de façon totalement, même parfois intuitive. Enfin, pas intuitive, puisqu'on a travaillé, mais ça se dilue, voilà, comme un onguent. Le texte finit par faire de vous, j'allais dire quelqu'un d'autre, en tout cas une possibilité de quelqu'un d'autre. Moi, je pense jamais à la voix de mes personnages. Or, il n'y a pas longtemps, on s'est même disputé avec mon épouse, parce qu'elle me dit, mais dans La vie de Galilée, tu as une voix différente. Or, je déteste, moi, les comédiens qui prennent des voix différentes, parce qu'en général, c'est à chier. Et donc, et ça m'a inquiété. Et puis, en fait, alors, elle n'était pas si différente, mais elle confondait finalement le timbre de la voix, enfin, je ne sais pas si elle confondait, mais elle associait ma façon de dire le texte à un changement, et forcément, il doit y avoir un changement au niveau des cordes vocales. Mais il n'est pas du tout prémédité. Mais les grands textes, en général, il y a une façon de les dire, et vous changez sans vous en rendre compte, en fait. Et c'est ça, pour moi, ce qui me plaît le plus. Pour que ça marche, il faut se focaliser sur le texte, et pas autre chose, en fait. Alors une autre facette de votre histoire, de votre personnalité, c'est l'engagement en politique. Vous avez eu de nombreux engagements pour le oui au référendum pour une constitution, en 2007 auprès de Ségolène Royal, en 2008 vous êtes devenu conseiller de Paris et en 2013 vous étiez derrière François Hollande. Pourquoi cet engagement en politique et comment motiver les jeunes à s'y intéresser? On le voit souvent, l'abstention est assez forte chez la jeunesse. Pour vous, c'est important de s'engager? Oui et non, c'est intime. C'est intime, donc il n'y a pas à conseiller aux gens de s'engager, il y a à conseiller aux gens plutôt de regarder le monde dans lequel ils sont. Après, faites-en ce que vous voulez de ça. Mais déjà, informez-vous, regardez. Mais beaucoup de jeunes sont... pour moi, enfin, j'ai le sentiment c'est vrai qu'il y a un déficit politique. On l'a vu là au régional et au cantonal. Mais là encore, mettons-nous à la place de cette jeunesse qui voit le monde changer brutalement. On se dit, mais est-ce qu'on a bien le personnel politique qui correspond aux enjeux qui sont à venir? Est-ce que réellement ils sont au courant de ce qui se passe? Et quand on voit que le thème principal des régionales était la sécurité, qui n'est pas du tout une prérogative. D'abord, ce n'est pas forcément une priorité des jeunes, et surtout, ce n'est pas du tout une prérogative des régionales. C'est-à-dire que la sécurité, c'est national, c'est au niveau national, ou municipal, avec la police municipale. Mais un président de région ne peut rien faire. Hein, donc, c'est totalement usurpé. Enfin, c'est un thème qui s'est artificiellement greffé parce qu'on prépare déjà les présidentielles. Donc, quand on voit ce micmac-là, on se dit, alors que le monde climatiquement est en train de se bouleverser, le dernier rapport du GIEC le montre et de façon tellement dure, et d'ailleurs, j'ai pas arrêté de transférer le dossier du Monde là-dessus. Un pré-rapport, on attend les données définitives, mais en tout cas, c'est assez alarmant, effectivement. Mais c'est totalement alarmant, et c'est ce qui se dit depuis longtemps sur le nombre de gens qui seront sur les routes, sur l'impossibilité de cultiver certaines terres, qui va faire forcément remonter les gens, etc. Donc je me mets à la place de tous ces jeunes, et je me dis que oui, effectivement, c'est pas... ça doit être dur de s'intéresser au régional et au cantonal dans ces conditions-là. Et en plus, on ne leur donne pas forcément un outil qui va avec le temps. On ne peut pas à la fois appeler les jeunes à une mobilité, à se dire, bon ben voilà, on aura une mobilité sociale, professionnelle, on va travailler là et on va travailler ailleurs, on peut faire du télétravail, etc. Et aller voter dans un bureau et conserver cette... je comprends pourquoi, je comprends l'acte. Oui, c'est l'acte pas moi. d'aller voter. Moi, je fais du théâtre, donc le rituel, je sais ce que c'est et tout ça, et je sais l'importance du rituel. C'est un rituel païen, le théâtre. Et donc, je comprends, et il ne faut pas l'arrêter. Il faut qu'on puisse voter physiquement, ça...
je crois qu'il faut le maintenir, mais au moins qu'on puisse, dès le dépôt des listes, pouvoir ouvrir une longue période où, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous prenez votre ordi et vous votez. C'est ça, voilà. un peu de modernité. Ah, ça ferait pas de mal. Merci beaucoup Philippe Torreton. On va rejoindre en plateau Emmanuel Davidenkoff et une nouvelle invitée, Sandrine Puppini de l'ONICEP, qui va décrypter tout votre parcours. Ok. Retour en plateau avec Sandrine Puppini. Sandrine Puppini, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale académique à l'information et à l'orientation, déléguée régionale de l'ONICEP Normandie. Si je dis en bon français, vous êtes Madame Orientation ici en Normandie. Vous avez écouté attentivement l'entretien entre Philippe Torreton, que je vous présente. Bonjour. Bonjour. Et Joséfa Lopez. Est-ce qu'il y a des enseignements généraux à tirer de ce parcours? On a entendu parler de plein de choses que vous croisez dans les écoles. Il y a la timidité, il y a les adultes référents, le prof qu'on aime et pour qui on va se mobiliser, les exemples, les troisièmes quand on est en cinquième, enfin, il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous avez envie de tirer comme enseignement? Les enseignements, vous venez de le dire, effectivement, c'est d'abord une maman qui connaît bien son fils et qui se dit sa timidité, je pourrais peut-être trouver une solution au sein de l'éducation nationale. Donc il y a beaucoup de mamans, de papas, mais aussi d'adultes autour des enfants qui sont comme ça les meilleurs conseillers, ou en tout cas les premiers conseillers. Et on voit bien au travers de ce parcours que c'est aussi une volonté profonde d'y aller, de réussir, de surpasser. Donc on a beaucoup d'enfants qui sont animés par cette même dynamique. Et quand c'est pas le cas, les enseignants souvent sont là aussi pour détecter ce qu'on va appeler les petits talents et qui peuvent devenir effectivement à l'âge adulte de grands talents. Vous êtes venu, je brise un secret, mais il y a Simon qui nous regarde en coulisses, oui. qui est un de vos enfants. On va faire comme s'il écoutait. Qu'est-ce que vous leur dites à vos enfants quand, en matière d'orientation? En quoi vous-même, votre parcours, vous inspire des conseils comme père? Moi, je reste très général sur les conseils. J'essaye de leur faire comprendre que être curieux, c'est bien. Voilà. Être curieux au monde, à ce qui vous entoure, avoir envie. Et moi, ce que j'ai dit, j'ai 4 enfants et un petit-fils depuis 3 jours. Et je leur dis à chaque fois la même chose, c'est-à-dire que quel que soit le métier, ce sera le bon métier si vous l'avez choisi, quoi. Voilà. J'ai pas d'autre ambition que vous fassiez ce dont vous avez rêvé, enfin ce qui vous porte depuis longtemps ou depuis peu, mais que ce soit celui, voilà. Mais Philippe, quand vous-même vous dites je vais devenir acteur, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous? Alors ce qui m'a sauvé, je crois que c'est que je l'ai pas vraiment dit comme ça. J'ai un peu hypocrite. En douce. Ouais, un peu hypocrite. Ouais, mais non, je vais faire des études à Paris. J'avais trop peur. Mais oui, mais voilà, rien que ça, rien que de monter à Paris, ça m'effrayait d'avance. Donc, en fait, j'ai réalisé un jour que j'étais acteur professionnel en entrant à la Comédie Française et en voyant ma fiche de paie. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est bon, je suis là. Et donc, vous n'avez jamais affronté le regard de... Non, même quand j'étais au conservatoire, pourtant il y a un gros concours très sélectif. C'est énorme, bien sûr. Et bien, comme quand je voyais la fin de l'année approcher, à la fin de la 3e année approcher, heureusement la Comédie Française m'a appelé au mois de janvier, mais enfin tout l'automne, je me suis dit bon bah voilà, ça se termine dans 6 mois et je n'ai rien. Et je me suis dit bah c'est pas grave, je retournerai à Rouen et je continuerai mon cursus de psycho que j'avais arrêté pour faire le métier d'acteur, et puis je serais peut-être instit. À l'époque, je voulais être instit, dans l'enseignement en tout cas. Bertrand Tavernier a fait de vous un instit extraordinaire, donc ça commence aujourd'hui. C'est étonnant la vie pour ça. Mais c'est ça qui compte en fait, se dire qu'on a c'est même pas un plan B, mais je trouve que faut être très fort quand on a une seule envie et une seule passion. Sandrine Puppini, est-ce qu'il faut encourager les projets un peu fous? Et il faut les encourager, mais il faut surtout trouver les personnes qui vont les encourager, qui vont croire en nous. Il faut vraiment persévérer, hein. Et c'est Philippe Torreton le dit bien. Il faut aller un peu masquer parfois parce qu'on sent que la personne qui est en face de nous va pas nous y encourager. Mais il y a tellement de parcours possibles, que ce soit dans l'art, la culture, le sport, en dehors des parcours un peu classiques offerts à l'école, qu'il faut effectivement vraiment se donner les moyens en soi et être convaincu qu'on a une place et qu'on va prendre cette place. Philippe, pour moi, le projet le plus fou, c'est la vie humaine qui est un projet fou. Et je pense
Bien sûr, il faut montrer aux jeunes ce qu'on peut faire à différentes étapes et de façon à pas se fermer des portes trop vite par rapport à un éventuel cursus après. Mais je pense que il faut investir sur l'être humain, sur l'individu. C'est pour ça développons sa faculté de parler, de dire, d'expression, de l'art de parler à l'autre, de se comprendre avec l'autre. C'est pas facile. Au théâtre, on ne fait que ça. Hein. On passe 80% de son temps à se dire qu'est-ce que vous me dites là quand vous me dites ça. On va en parler beaucoup de l'oral, parce que d'ailleurs c'est le thème du dossier de cette émission rouennaise, mais je voudrais quand même justement vous entendre là-dessus, Sandrine. Se connaître de manière un petit peu globale. On vous a entendu parler du rapport au corps, le sport, etc. C'est pas ce qu'on apprend le plus à l'école. Il y a le rapport au sensible, à l'art, ce qu'on peut apprendre à travers l'expression, vous venez de le dire. Comment je fais pour me découvrir si j'ai 15 ans et que je n'ai finalement pour seul repère que des notes à des devoirs? Quand on a 15 ans, on est dans cette période d'adolescence, et c'est vrai qu'au plan psychologique, il y a un tas de changements, que ce soit le corps, la pensée, et qu'au sein de l'éducation nationale, le fait de se confronter au savoir, donc scientifique, littéraire, permet déjà un peu de voir où on a des appétences, des goûts, des attirances, des facilités. Et c'est vrai que tout ce qui est réforme du bac, diplôme aujourd'hui, conduisent à choisir des parcours, des spécialités en fonction de cette envie. Donc il faut jouer ce jeu-là, faut oser, faut y croire, il faut se dire le système m'envoie ce message-là, me fait confiance et j'y vais. Sauf qu'effectivement... On peut pas dire autre chose en même temps. Oui, mais sauf qu'en même temps, mais vous y croyez vraiment. Il faut y être accompagné. Ouais, c'est ça, il faut y être accompagné. Il y a les professeurs principaux, les psychologues de l'éducation nationale qui sont bien là pour aider le jeune à se découvrir. Mais un jeune de 15 ans peut avoir des projets complètement différents 2 ans plus tard. Et c'est normal. Que se demandent-ils ces jeunes de 15 ans ou de 16 ou de 17 ans? Eh bien justement, on va les écouter dans quelques instants. Grâce à l'ONICEP, les élèves du lycée des Bruyères à Sotteville-lès-Rouen nous ont envoyé des questions. On va tâcher d'y répondre. La première est celle de Mathéo. Comment s'approprier les mots d'un auteur, les mots qui ne sont pas les vôtres, pour que cela devienne naturel dans l'expression orale? Une question pour Philippe. Pour vous là. Comment ça, a priori en vivant avec, quand je dis vivre avec, on peut laisser sa brochure le soir quand on se couche, mais de passer beaucoup de temps avec. À essayer de se la dire. Je pense qu'il n'y a pas un langage d'un auteur enfin, on peut avoir une rencontre comme ça avec une facilité tout d'un coup d'expression et une appropriation comme ça intuitive d'un auteur, mais c'est rare. Le plus souvent, il y a un travail. Parce que c'est pas la même langue, c'est pas la même façon de mettre les mots sur le papier, donc l'intimité de l'auteur va pas se révéler à vous comme vous l'auriez fait vous si vous aviez pu écrire. Donc il faut passer du temps, et c'est à force de passer du temps à se la dire, la redire, la dire à quelqu'un, arrêter des gens, de dire voilà, je te dis une phrase et dis-moi si tu comprends. Et si la personne ne comprend pas, c'est de votre faute. C'est pas de sa faute. Je dis toujours ça. Il faut la retravailler jusqu'à ce qu'un jour, ça s'éclaire et on sait comment la dire. C'est du temps passé, je crois, plus que toute autre chose. Alors une autre question de Théo. S'exprimer à l'oral, est-ce se mettre en scène ou se mettre à nu? S'exprimer à l'oral, est-ce se mettre en scène ou se mettre à nu? Sandrine, vous haussez le sourcil. Je vais vous entendre aussi là-dessus. Oui, parce que je fais référence au grand oral des élèves en terminale, la 3e partie, où il s'agit de présenter son projet de poursuite d'études. Alors, est-ce se mettre à nu ou se mettre en scène ou se mettre à nu? Les deux. Puisque pour le coup, là, l'auteur, c'est le jeune lui-même qui se raconte dans ce qu'il a appris au collège, au lycée, comment il se projette dans ses études supérieures, voire même plus loin dans un projet. Donc c'est quelque part se mettre à nu, mais se mettre en scène parce que pour le coup, il est dans une situation d'évaluation où il doit avoir une parole structurée, claire sur lui et la plus sincère possible. En tout cas, le conseil, que ce soit à nu ou mise en scène, la sincérité est gagnante. Moi, je vais essayer d'apporter juste une petite tangente à ça. C'est d'évacuer de son esprit la nudité et la mise en scène. C'est-à-dire de se mettre au service d'une cause à défendre. On n'est jamais plus fort, on n'est jamais plus courageux quand on le fait pour quelqu'un d'autre. Donc, ce que vous avez à dire devant les autres, il y a une thématique à défendre. Ce qui est super dur, c'est que là, il faut que ces jeunes le disent pour eux-mêmes. Oui, mais ils ne disent pas n'importe quoi, ils ne disent pas des mots comme ça dans l'absolu. Ces mots ont un sens.
Et ben c'est prendre ce sens-là et le faire comme si c'était une mission impérieuse de le faire comprendre. Et là on devient balèze. Et là on a moins peur. Quand on est au service d'une cause, on a moins peur. Quand on est au service de soi-même, c'est là qu'on a les genoux qui tremblent, etc. C'est pas soi-même qui est important. Il faut être une cheville ouvrière d'un truc qui nous dépasse et on est au service de ça. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai su vivre avec le trac grâce à ça. C'est pas vous, c'est la cause. Voilà, au début, on a peur parce que on ne pense qu'à soi. Et c'est normal. Josépha. Se mettre en retrait, finalement. Et pour terminer, une dernière question de Lyséa. On nous demande souvent de parler fort. Pour vous, est-ce forcément synonyme de prestance et d'assurance ? Parler fort est signe de prestance ou d'assurance? Ça peut être très artificiel. C'est pas important de parler fort ou de parler pas fort, etc. Il faut parler en fonction des gens qu'on a en face de soi. Mais là encore, par exemple, si ce métier était, enfin, ce métier d'interprète, on va dire, était très technique à ce point-là, je pense que Louis Armstrong n'aurait jamais chanté, par exemple, avec ses polypes dans la voix, etc. Je pense que Françoise Hardy non plus n'aurait jamais chanté avec cette petite voix qui sort comme ça. Et pourtant, ça a charmé le monde. Donc peu importe qu'on ait une voix blanche, pas blanche, bien en place, bien ancrée, ou un peu fébrile avec des petits trémolos parce qu'on a le trac. Si tout d'un coup, on est en adéquation avec ce qu'on dit, on va écouter. On écoute la personne qui vous parle. Voilà. Et sinon, le danger, c'est de devenir un petit singe savant qui sera bien exécuté tout comme on lui a dit, et on s'en fout, en fait. Il faut y croire. Oui. Sandrine? Oui. Rien à ajouter? Parler fort, pour moi, c'est parler vrai, hein, une fois de plus, et peu importe la tonalité, l'expression, mais parler de soi avec sincérité, c'est une façon de parler fort et vrai. Ce sera le message de fin de cette première partie de l'émission. Sandrine Puppini, merci beaucoup. Philippe, vous êtes le parrain de cette étape rouennaise. Vous restez donc avec nous. On va vous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Elle est justement consacrée entièrement à la question de l'oral et on aura 2 nouveaux invités pour en parler, Josépha. Et même 2 nouvelles invitées. 2 nouvelles invitées. Vous serez avec nous pour rencontrer Candice Roux. Elle est doctorante et finaliste du concours Ma thèse en 180 secondes en Normandie. Et Eva Goron, elle est avocate en droit pénitentiaire et lauréate elle aussi d'un prix, le prix du barreau au concours international du mémorial de Caen. Deuxième épisode de l'étape rouennaise du Monde Campus Le Mag avec ce dossier consacré à l'oral. Philippe Torreton, vous êtes le parrain de cette émission, vous êtes acteur. Vous nous avez dit pendant la première émission, et pourtant je suis un grand timide. Je voudrais qu'on revienne 3 secondes sur cette timidité. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là à tous les grands timides qui hésitent à prendre la parole en public? Que la timidité n'est pas un défaut, au contraire, même je trouve que c'est un poste d'observation du monde qui est assez privilégié. C'est Agatha Christie qui m'a dit ça un jour. Je l'ai connue. Personnellement, vous l'avez bien connue. Non, mais c'est à la fin d'un de ses romans, je ne sais plus lequel, et elle conseille à une jeune fille qui doit avoir 14-15 ans, qui a vécu des choses pas terribles pendant le roman, etc., et qui est très silencieuse. Et Hercule Poirot lui dit, vous devriez vous inscrire à la Royal Shakespeare Company, je vous prédis une carrière d'actrice formidable. Ouais. Et c'est ce qui se passe dans un épilogue, elle raconte ça. Et ça m'avait illuminé, je me suis dit, mais donc c'est possible alors. On peut être tout timide, vous êtes inscrit à la Royal Shakespeare Company qui s'appelle la Comédie Française dans notre pays. Alors cette année avait lieu le grand oral lors des épreuves du baccalauréat, une épreuve inédite à laquelle il a fallu se préparer. Et donc le journaliste de la chaîne normande Clément Soyer est allé recueillir quelques impressions et quelques conseils au lycée Thomas Corneille de Barentin. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma question de physique-chimie pour le grand oral. La radioactivité est un phénomène découvert par Henri Becquerel en 1896. On voit que cette préparation n'est pas évidente, n'est pas naturelle pour les élèves. Au début, ils étaient très craintifs, ils ne voyaient pas bien en quoi ça consistait, cela leur faisait peur. Surtout cette année où ils n'ont que cette épreuve à passer en présentiel et l'épreuve de philosophie. Puis au fur et à mesure, une fois que la question a été trouvée, une fois qu'ils ont bien travaillé sur leur réponse, là ils se sentent plus confiants, ils arrivent à se détacher de cette épreuve qui faisait peur, ils commencent à se sentir plus à l'aise et donc donner leur chance de réussir.
on cherche à ce que le candidat soit engagé dans sa parole et qu'il utilise un vocabulaire riche et précis. On a aussi la qualité de la prise de parole en continu, donc il faut que le discours soit fluide, efficace et pertinent. Cela s'accompagne d'une qualité des connaissances, d'une interaction avec le jury et enfin une qualité, une construction de l'argumentation. Et donc la radioactivité, c'est un phénomène physique qui est le plus souvent naturel, qui va résulter de réactions nucléaires. Je me sens très stressée par rapport à l'oral parce que voilà, c'est le premier oral qu'on va passer, donc la première vraie épreuve de bac qu'on va passer avec la philo. C'est beaucoup d'appréhension. Moi, je suis pas forcément très à l'aise à l'oral, donc il y a l'attitude aussi qu'il faut gérer, le débit de parole, les problèmes de bégaiement, les choses comme ça, c'est difficile quand on n'est pas habitué à passer à l'oral. Le stress de bégayer, oublier ce qu'on doit dire, totalement oublier, ne plus savoir ce qu'on doit dire, les questions, ne plus savoir comment on répond, même si on connaît. Une onde électromagnétique, elle va se former suite à la libération du trop-plein d'énergie que vont posséder ces rayons X ou gamma. J'avais une question à vous poser. Quelles sont les qualités d'un bon orateur ? Question pour le plateau, Philippe Torreton, les qualités d'un bon orateur. On va tous répondre à cette question. Je ne suis pas le spécialiste de la parole, mais j'ai envie de reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que être en phase avec ce qu'on dit, avec ce qu'on va défendre. Une sincérité, un alignement. Oui, je pense que c'est pas technique. Et ce qui m'effraie là, ce dont j'ai peur, c'est qu'on en fasse quelque chose de technique, alors que ce n'est pas technique. Moi, je me souviens de mon frère aîné qui est scientifique, et donc alors à chaque fois que j'avais un problème, j'allais le voir. Il me disait, mais si tu veux savoir si tu as compris, explique-le à quelqu'un. Et je crois que c'est ça la clé. C'est plutôt que d'apprendre une leçon et puis d'en faire un numéro de cirque avec un ballon qui tourne sur son nez, etc. Non, c'est ma passion. Faisons semblant pendant 5 minutes que la physique-chimie, c'est ma passion. Même si c'est pas vrai. Mais je vais faire semblant que ça me fait kiffer depuis toujours. C'est extraordinaire, il faut dire. Et c'est ça mais c'est passionnant. Moi, j'adore. J'adore la physique-chimie. J'adore. À vos côtés, Philippe, Candice Roux, qui est donc doctorante en neurosciences, et en face de vous, Eva Goron, qui est avocate, mais qui a choisi de plus parler. On va y revenir dans quelques instants. Candice, puisqu'on parlait des sciences avec Philippe, on va commencer avec vous, doctorante en neurosciences. Vous avez participé à Ma thèse en 180 secondes. Vous avez été lauréate en Normandie. Je vous passe la parole dans quelques secondes. On regarde un tout petit extrait justement de votre prestation pour Ma thèse en 180 secondes. Malheureusement, de nos jours, nombreux sont ceux qui ne se souviennent plus et qui ne sont plus. Et le but de ma thèse est de faire être tous ceux qui ne sont plus, en rendant la mémoire à Doris, par exemple. Mais bon, les poissons, ça colle, c'est dégueu, c'est visqueux. Moi, dans mon cas, Doris, c'est une petite souris. Mais on peut continuer à l'appeler comme ça. Candice, vous avez toujours été aussi à l'aise que ça sur une scène, comment ça s'est passé ? Alors en fait, je pense que le secret, c'est une fois qu'on se lance, faut plus y penser. Donc c'est vrai qu'on me dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai quand même une petite part de timidité. Et en fait, je pense que j'arrive à faire passer beaucoup de choses par l'humour. Et pour moi, mon discours était quand même basé sur l'humour et ça m'a permis d'être le plus naturel possible. Et du coup, c'est vrai qu'un peu d'appréhension, un peu d'adrénaline au départ, mais après, une fois qu'on est lancé, tout roule, on est dans sa bulle et puis... Qu'est-ce qui vous avait donné envie ? Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours qui a été créé il y a quelques années par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, si mes souvenirs sont bons, mais c'était un peu pour inciter les scientifiques qui préparent les doctorats, donc le grade le plus élevé en France dans les études, à vulgariser un petit peu, être capable de raconter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relever ce défi des 180 secondes, 3 minutes pour résumer un travail qui va faire des centaines de pages et qui sera d'une grande complexité ? Alors j'ai regardé déjà les concours des autres années, puis ça m'a donné envie parce que j'ai vu les gens prendre beaucoup de plaisir. Et j'ai eu envie d'avoir ce plaisir aussi à partager un petit peu ma vie quotidienne au final, puisque 3 ans, c'est vraiment un projet, un gros projet et ça fait partie du quotidien. Et donc on a envie de partager tout ça de la manière la plus simple avec un public très large au final. Alors vous utilisez, vous l'avez dit, l'humour dans cette prestation. Pourtant c'est compliqué, l'humour, de saisir une salle comme ça en les faisant rire. Alors, on peut pas prédire si ça va faire rire ou pas. Après, l'idée, c'était aussi de trouver quelque chose qui parlait à tout le monde. Donc, pour moi, Nemo, Doris, j'ai baigné dedans quand j'étais un peu plus jeune. Et je pense Nemo, que ça... pardon, c'est le poisson. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Et donc, on peut pas prédire, effectivement, donc, si ça va faire rire quelqu'un. Mais moi, je considérais ça comme étant très naturel. Et je me suis dit, du moment que c'est naturel, normalement, ça passe.
Eva, bonjour. Bonjour. Vous avez gagné le 2e prix du concours de plaidoirie du Mémorial de Caen. Pareil, on va regarder un rapide extrait. Elle rêve que les juges comprennent enfin qui elle est. Un garçon nommé Léon sur son acte de naissance, un détenu transsexuel sur sa fiche pénale, elle est en réalité une femme transgenre. C'était court, hein, c'est beaucoup plus long. Hein. On a pris juste un mini extrait. Mais dans lequel on voit que vous êtes formidablement à l'aise. C'est une impression ou c'est un ressenti? C'est une impression. J'ai mis quelques minutes à être à l'aise au sein de cette plaidoirie. J'ai été très émue, j'avais la langue gonflée, ce qui ne m'était encore jamais arrivé au sein d'une salle d'audience, ce qui m'a handicapée. Je me suis demandé si on me comprenait, même si c'était audible. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je me serve de cette émotion pour laisser trembler ma voix. Et finalement, c'est parti. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de participer à ce concours de plaidoirie? Il y a plein de concours de plaidoirie pour les jeunes avocats, mais bon. Oui, celui-ci avait beaucoup de sens. C'était sur demande de ma cliente. C'était pour modifier les dispositions législatives à l'avenir et surtout le regard que portent les juges d'application des peines sur son cas. Donc on est en plein dans la cliente dont on entend parler dans l'extrait. Tout à fait. Donc on est en plein dans ce que décrivait dans la première émission Philippe Torreton, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes présenté sur cette scène pour défendre la cause. Complètement. Et ça n'ôte pas tout le tract pour autant. C'est vrai. Mais en tout cas on s'en donne les moyens. C'est-à-dire que finalement le tract, c'est constitutif, c'est pas normal de pas avoir le trac quand on parle. Voilà, il faut s'enlever ça, se dire que c'est pas un défaut, c'est comme on est comme on est, la timidité, le physique qu'on a, on va pas le changer à 5 minutes d'entrée en scène, on est comme ça, voilà. Et par contre, il faut l'utiliser, il faut savoir pourquoi c'est fait le trac aussi. C'est une vigilance le trac. En général, le cerveau va plus vite, le sang circule mieux, le cerveau s'oxygène. En scène, par exemple, quand on se blesse, en général, c'est même dangereux parce qu'on n'a pas mal. On a mal en sortant de scène, mais ça permet de continuer à faire des choses. Et le trac, c'est notre atavisme de traquer, de proie. On était des fragiles au début de l'humanité. On se protège aussi avec ça, on a de l'attention. Vous confirmez en tant que neuroscientifique les vertus du trac? Pour moi, c'est du bon stress. Il en faut un petit peu. Bien sûr. Eva, néanmoins, alors vous êtes toujours avocate, mais vous avez choisi depuis quelque temps de ne plus plaider. Pourquoi vous avez renoncé à l'oral et que vous pratiquiez avec un talent extraordinaire? J'ai renoncé à la plaidoirie parce que je n'arrivais pas à dormir, parce que je plaidais même en rêve, que c'était une activité tellement prenante, tellement engageante émotionnellement, que j'avais du mal à avoir une vie sereine à côté. Et c'est important de le dire, parce que c'est important de savoir que quand on fait du droit pénal, du droit pénitentiaire, on pense à nos clients nuit et jour. Et je dis clients parce qu'il y a très peu de femmes qu'on défend, mais il y a aussi des clientes. Et je pense que c'est un recul qu'on peut obtenir après quelques années d'expérience, après de nombreuses années. Et moi, je n'ai pas voulu attendre 10 années supplémentaires pour dormir sereinement. Par contre, vous participez à un podcast qui s'appelle Détenu, donc là aussi, vous continuez à prendre la parole malgré tout. Malgré tout, sauf que c'est un exercice plutôt d'écriture que de spontanéité, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les concours de plaidoirie, en fait, font beaucoup plus de place à l'écrit, on prépare à l'avance ces sujets-là, tandis qu'à l'audience, c'est une grande spontanéité, et c'est un exercice, effectivement, beaucoup plus engageant. Il y a la vie de quelqu'un derrière. Ah oui. Je comprends tellement ça parce que et ça me touche énormément parce que quand on travaille un texte, c'est obsédant. Voilà. Moi, je dors avec, je rêve, je me réveille, je le dis partout, dans l'ascenseur, dans la rue. Les gens pensent que je parle tout seul, etc. Alors que j'ai pas d'écouteurs, j'ai rien. Mais donc c'est obsédant. Mais ce texte, en général, c'est une histoire fictive. Et quand ça ne l'est pas, je peux comprendre. La seule fois de ma vie où j'ai eu une adéquation comme ça, c'était pour un film de Vincent Garand qui s'appelait Présumé coupable, sur l'affaire dite d'Outreau, et je jouais le rôle d'Alain Maréco, l'huissier de justice. Et c'est obsédant, parce que, alors le procès était fait, les procès étaient faits, donc je n'avais aucune responsabilité pénale, aucune responsabilité... juste une responsabilité d'être quelqu'un qui va montrer ce que c'est au grand public. C'est ça, c'est quand même une grosse responsabilité, ça allait alimenter la mémoire collective. Bien sûr, mais j'ai fait je pense, on
peut appeler ça une dépression après le film, en fait. Alors j'ai changé physiquement, j'avais fait un gros régime, etc. Donc ça n'aide pas non plus à être en forme. Mais en disant au revoir à ce film, donc à ce personnage qui n'en était pas un. Alors on est toujours en relation, on s'entend bien avec Alain, mais j'avais l'impression de le trahir, de le quitter. Et donc je comprends infiniment ce que vous devez ressentir parce que c'est de la matière humaine vivante et que beaucoup de choses dépendent de nous à ce moment-là, enfin de vous en l'occurrence. Pour aller plus loin, je vous propose de retrouver Frédérique Alexandre Bailly, c'est la directrice de l'ONICEP et sa chronique s'appelle le Fab Lab. Bonjour Frédérique. Bonjour Josépha. Alors aujourd'hui, forcément, votre chronique s'intéresse à l'oral puisque c'est la thématique de cette émission. Une première question, quels sont les métiers où l'oral est très important ? On pense évidemment à des métiers dans lesquels il faut savoir maîtriser la parole pour exercer le métier. Par exemple, avocat, journaliste, acteur ou homme ou femme politique. Donc là, c'est sûr. Alors tout le monde ne fait pas ce genre de métier ? Mais non, bien sûr. Mais moi, je pense qu'en fait, il n'y a aucun métier dans lesquels l'oral n'est pas important. D'abord, on commence par passer un entretien d'embauche. Donc là, il faut savoir s'expliquer, expliquer ce qu'on sait faire. Donc, il y a tout de suite une importance de l'oral. Et puis, une fois qu'on travaille, il faut pouvoir poser des questions à ses collègues, il faut pouvoir passer des instructions, il faut pouvoir expliquer où on en est, éviter les malentendus. Donc finalement, l'oral, il est omniprésent dans le monde du travail et ça permet de s'entendre. Donc l'oral, c'est quand même la source de l'harmonie et ça permet peut-être même d'être plus heureux. Alors, il y a l'oral à la fois dans les discussions, et puis il y a l'oral quand on doit prendre la parole, par exemple devant un public ou, comme vous le disiez, pendant un entretien d'embauche. Comment on peut se préparer ? Est-ce qu'il y a des études dans lesquelles on peut davantage anticiper et préparer de futurs oraux, par exemple ? Alors, évidemment, on conseille à tout le monde de faire du théâtre, par exemple. Donc peut-être que si on fait tous des études de théâtre, on sera tous très bons à l'oral. Mais au-delà de ça, il y a des formations qui préparent vraiment à l'oral. Ce sont toutes les formations dans les classes préparatoires, puisque dans les concours des grandes écoles, il y a toujours un écrit qui est suivi d'un oral. Donc, si vous allez en classe préparatoire, vous serez préparé à l'oral et ça vous servira pour le restant de votre vie. Si vous faites des études, par exemple, de sciences politiques, vous avez aussi une formation qui passe beaucoup par des exposés. Donc là aussi, on vous apprend à le faire. Mais si vous vous retrouvez dans des études dans lesquelles il n'y a pas particulièrement de formation à l'oral, il y a toujours l'occasion de multiplier les exposés, voire de se former à côté, de faire des matchs d'impro, de faire des concours d'éloquence. Et donc, on peut toujours s'améliorer à l'oral sans forcément avoir des études qui soient centrées là-dessus. Donc se débrouiller seul, pas forcément être encadré, juste s'entraîner. Il faut s'entraîner et il faut avoir aussi le courage d'y aller, parce que souvent, les filles ont un petit peu moins le courage que les garçons et prennent moins souvent les paroles. Donc il faut s'entraîner en permanence. Pourquoi elles prennent moins la parole ? Alors, il y a des sociologues qui montrent que les filles, elles réfléchissent beaucoup plus à l'intérêt de ce qu'elles vont dire, et donc elles ont toujours l'impression que ce qu'elles vont dire ne va rien rajouter, et donc elles se privent de plein d'occasions de parler. Alors que les garçons, on leur donne plus souvent la parole en classe, et ils multiplient les occasions, et puis finalement, ils savent mieux faire. Ouais. Alors, il y a une nouveauté cette année pour les terminales, c'est le grand oral, et dans ce grand oral, il y a une partie sur l'orientation. Comment on fait pour préparer cette partie orientation quand on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire plus tard ? Bien, quand on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard, on s'imagine qu'il faut avoir un projet. Et le projet, c'est le grand mythe. Il faudrait que tout le monde sache absolument quelles vont être les prochaines étapes. Alors, je pense que ça, c'est vraiment faux. D'abord parce que la plupart des jeunes de 18-19 ans n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Et ensuite parce que même ceux qui savent ce qu'ils vont faire, en général, quand on regarde quelques années après, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis, absolument. Donc une fois qu'on a dédramatisé cette histoire de projet, eh ben, il faut tout simplement raconter comment on s'y est pris et comment on est en train de cheminer dans ces projets. On a en troisième dû choisir de faire un stage. On a en seconde dû choisir des enseignements de spécialité. Ensuite, on a dû choisir d'en éliminer un. Et puis cette année, il a fallu faire des choix sur Parcoursup. Donc il faut raconter ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a été aux journées portes ouvertes ? Est-ce qu'on a été dans les salons ? Est-ce qu'on a été discuter avec des gens pour comprendre ce qu'ils faisaient vraiment ? Est-ce qu'on a rencontré des étudiants ? Est-ce qu'on a vraiment été creuser les choses ? Et puis quels sont nos doutes ? Quels sont les rêves qu'on peut avoir ? Et raconter ça tout simplement, expliquer comment on est en train de finaliser ses choix en fonction du moment où on passe l'oral, est-ce qu'on a déjà toutes ces réponses pour Parcoursup ou pas, ça suffit à expliquer un petit peu comment est-ce qu'on est en train de se mettre en chemin vers un projet.
Donc finalement, expliquer, raconter, argumenter, ça permet d'être bon à l'oral. Alors oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on explique, on devient meilleur, on s'est entraîné en général. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants qui sont en face, qui sont dans le jury, ils ont des élèves eux-mêmes pendant l'année, donc ils savent bien qu'on est sur ce cheminement-là. Il ne faut pas s'inquiéter. Puis avec un peu de chance, ils vont se souvenir que eux, quand ils avaient votre âge, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire. Merci beaucoup Frédéric. Merci Josépha. À la prochaine dans le Fab Lab. Merci Frédéric Alexandre Bailly, directrice générale de l'ONICEP, partenaire du Monde Campus Le Mag. Et maintenant, les questions des élèves. Grâce à l'ONICEP, les élèves du lycée des Bruyères à Sotteville-les-Rouen nous ont envoyé leurs questions. La première est de Hakim. Comment faire pour capter l'attention de nos interlocuteurs? Je pense qu'il faut commencer dans sa tête, comme à l'écrit, à mettre des arguments de côté. C'est très simple. Vous vous posez la question, pourquoi faudrait-il supprimer les vols entre Paris et Marseille demain? Vous essayez de dégager 2 arguments, de les séparer, de trouver une phrase d'accroche, pourquoi pas un peu légère, et de faire sentir votre auditoire avec vous. C'est-à-dire qu'ils prennent ou ils ne prennent plus l'avion avec vous. Vous les emportez. Vous personnalisez. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre. On cherche la cause encore. Je rebondis sur il faut les convaincre parce qu'il faut être convaincu justement pour convaincre. Donc pour moi le plus important effectivement c'est de croire à ce qu'on va dire et donc je rejoins également ce qu'a dit Eva sur la phrase d'accroche. Donc il faut que ce soit également naturel et que ça parle tout de suite au public et éventuellement cibler son public aussi parce qu'on va pas avoir la même approche en fonction du public qu'on aura. Une deuxième question. Je pense que, pardon, j'ai envie de rajouter un petit truc. Avant que la bouche s'ouvre pour dire quelque chose, il faut aussi avoir bien en tête que les gens qui sont là ne sont pas là pour vous détruire, mais ils sont là pour écouter. Donc, a priori, ils sont pour. A priori, ils sont pour. Donc, ne pas se sentir agressé par tout cet aéropage-là, et au contraire, de regarder, d'oser regarder, et puis de dire bonjour. Ça commence toujours comme ça, ou de saluer en tout cas, d'être là, et puis après faire confiance à tout ce que vous venez de dire, etc. Mais déjà de pas rentrer ni en soumission, ni en agressivité, ni en méfiance, mais de rentrer dans l'absolu. Miser sur l'humanité de l'autre aussi. Ouais. Moi j'aime bien m'accrocher à ça. Il n'est pas là pour me détruire. Cette petite phrase qui dit j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Voilà. La bienveillance dans le regard des autres. Une deuxième question de Kenza. Quel conseil donneriez-vous à des élèves qui souhaiteraient améliorer leur expression orale? Candice, peut-être. Pas forcément dans le domaine scientifique. Eh bien, avoir confiance. Parce que, comme on vient de dire, effectivement, il ne faut pas se sentir agressé ou autre. Il faut juste... Enfin, je retourne encore sur ce mot naturel, parce que pour moi, ça fait tout. Donc, on a de l'attitude, etc. Il faut être le plus à l'aise possible avec soi-même, en fait. Et de là, tout doit couler. Ça peut être l'œuvre d'une vie, d'être à l'aise avec soi-même. Tout à fait. C'est l'œuvre d'une vie. Et parallèlement, il y a quand même des exercices techniques qu'il faut pratiquer. Travailler sa posture, se rendre compte qu'en fait, on a tout le temps les mains dans les poches, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on a les bras ballants. Donc, essayer de rester le plus simple possible, de se présenter comme on est, de travailler sa diction, de mettre un crayon dans la bouche et de répéter des mots en continu. La respiration, de respirer par le bas du ventre. Enfin, tous ces exercices qu'on pratique au théâtre et qui sont pratiques pour n'importe quelle présentation orale. Ça, vous l'apprenez en fac de droit, pardon, Philippe? Non, mais pas. Vous l'apprenez en fac de droit? On a uniquement une formation très courte et très sexiste sur la plaidoirie. Très sexiste. Très sexiste. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'en tant que femme, dès le début, on plaidera moins bien. Je pense que ça a peut-être changé, j'espère. Qui ont des avocats au barreau de Paris qui nous avaient dispensé cette formation. Mazette. Qui plaideront moins bien, et quels sont les arguments? C'est vertigineux. Quels étaient les arguments? Que nous étions trop émotives, que nous étions trop prudentes, que nous étions trop peu courageuses. Wow. Ça, ce sont des choses qu'a dit justement Frédéric Alexandre Bailly sur le fait Absolument. que même les jeunes femmes et les jeunes filles n'osent pas prendre la parole. On voit qu'effectivement, si on a ce discours-là de l'école, peu importe le niveau, c'est compliqué. Je peux rajouter Philippe, un petit truc à tout ça, c'est aussi de s'entraîner à dire des textes qui existent aussi concrètement, et
Et là encore, pour l'articulation, bien sûr, s'entraîner avec des crayons. Personnellement, je l'ai jamais fait, mais faire confiance à la vie. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, en général, on bafouille pas. Quand on s'engueule, par exemple. C'est pour ça que je ramène toujours, moi, à une sorte de vulgarisation des textes, de les résumer, même avec des gros mots. To be or not to be, qu'est-ce que ça veut dire si on le dit avec des gros mots, avec du langage vulgaire, grossier, de façon à désacraliser le texte et à se l'approprier juste au niveau du sens. Même si c'est une virgule, même si c'est un vecteur comme ça, simplificateur à l'extrême, mais au moins on garde la substantique moelle et on se l'approprie. Et après, il suffit de rajouter des mots dessus, les mots de l'auteur, vaut mieux. Mais... il commence la pratique, clairement. Il n'est pas très bon à l'oral en même temps, il faut le dire. Donc... Une dernière question de Liséa. Pour vous, l'oral relève plutôt du domaine de l'acquis ou de l'inné? N'est-on orateur ou le devient-on? Philippe. Alors là, si... Vous n'étiez pas prêt, là, je suis désolée. Si c'était pas de l'acquis, je serais jamais comédien. Voilà, parce que si on pouvait voir mes débuts sur scène, personne n'aurait pu dire que j'aurais fait ce métier. Même moi, d'ailleurs, j'ai mis longtemps à accepter l'idée. Donc, et quand bien même on me démontrerait par A plus B qu'il y a effectivement un petit machin chromosomique, la cytosine timide, qui fait que attention, timide, scientifique à côté. Pas dire n'importe quoi. Non, mais j'ai fait exprès de dire timide. Et que ça expliquerait ça, il faudrait refuser d'y croire. Même si c'est une évidence scientifique. Parce que elle n'est pas rassurante, cette évidence scientifique-là, si tant est qu'elle en soit une. Moi, je crois énormément à l'acquis. Je pense que l'inné, voilà, il y a forcément plein de choses qui sont indépendantes de la vie qu'on va avoir, qui nous sont données dès le départ. Mais pour moi, ça reste dans un mystère. Je suis pas payé pour étudier ça, donc voilà. En revanche, ce qui me plaît, c'est l'acquis. Parce que c'est la porte ouverte à plein de possibilités qui nous sont offertes. Après, à nous de les saisir ou pas. Et c'est de la résilience. Pardon, je suis un peu long. Non, mais parce que Candice, elle est payée pour étudier ça. Alors, inné ou acquis? Alors, pour moi, pour le coup, je nuancerais un petit peu en me disant quand même que l'inné, ça donne une forte base et qu'après, derrière, évidemment, on travaille dessus. Parce que je connais très peu de gens qui vont comme ça et qui préparent pas leurs prestations orales. Ou alors, c'est vraiment un talent assez mystérieux, mais je connais très peu de gens qui ne travaillent pas du tout leur oral et c'est important parce qu'il y a plein de paramètres à la fois posture, verbaux, etc. qu'il faut maîtriser quand même. Et le crayon. Un dernier mot, Eva? Pour moi, ça relève de l'acquis. Il n'y a qu'à rentrer dans une salle du tribunal correctionnel et voir un jeune avocat qui vient de prêter serment et le revoir 40 ans plus tard, s'il est devenu ténor, et ça arrive. Bien sûr. Son discours aura bien changé. C'est ce qu'on disait avec Philippe. En un mot, mais vraiment en un mot, je vous livre cette citation de Cyril Delay, c'est un des inspirateurs du grand oral du bac. Il dit « L'art oratoire est un art canaille. Il faut aller vers le lâcher-prise. Ce n'est pas une école de la docilité pour petit enfant modèle. » D'accord, pas d'accord? D'accord. D'accord. Oui, je suis d'accord. Oui. Il faut accepter faut être transgressif aussi, d'une certaine façon. Totalement d'accord. Allez, un art canaille. Totalement canaille pour clore cette deuxième partie d'émission sur la prise de parole et sur l'oral. Merci beaucoup Candice Roux, merci beaucoup Eva Goron. Philippe, merci aussi, mais vous restez avec nous puisque vous êtes le parrain de cette émission rouennaise et vous allez rencontrer dans quelques instants deux nouveaux invités que vous présente Josépha. Oui, deux invités qui font bouger la région. Il s'agit de Simon Lenné de l'entreprise Terra Léo qui valorise les biodéchets, mais aussi Léa Crédidio. Elle est architecte et elle a fondé son cabinet, l'atelier Infini, et elle réemploie des matériaux dans la construction. Vous verrez, il vous explique tout. Alors Philippe Torreton, vous êtes le parrain de cette émission spéciale Rouen. Merci d'être avec nous pour cette troisième partie d'émission. Dans cette partie, on parle des jeunes qui font bouger la région. Et il y en a deux autour de cette table avec qui on va discuter et découvrir leurs engagements. Des engagements qui sont liés à l'environnement et je crois que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Vous avez notamment dit dans une tribune « Je regarde mes enfants, les petits et les grands, et je ne sais pas quoi leur dire. J'ai honte. L'humanité s'engouffre tête baissée dans une impasse et nous le savons tous. » C'était une tribune du Monde, je me permets de le citer. Excellent journal. Protéger notre planète, donc ça vous parle forcément.
Ah bah oui, mais je pense que ça parle à tout le monde. Après, il y a des gens qui font semblant d'avoir d'autres priorités, mais au fond de nous-mêmes, dans l'intimité de nos êtres, on est de toute façon obsédés par ça. Et je pense que des gens font semblant de pas l'être, mais c'est une parade, c'est une façade, c'est une posture politique ou autre. Mais on voit bien, on ne peut pas nier l'évidence de cette catastrophe en cours. Alors avec vous et à vos côtés, donc Simon Lenné, qui travaille à valoriser nos biodéchets. On en parlera juste après pour comprendre en quoi ça consiste. Et Léa Crédidio, qui est architecte et qui, elle aussi, réutilise des matériaux pour construire des bâtiments. Mais juste avant ça, un reportage, Emmanuel. Oui, et juste avant, je vous propose qu'on retrouve un autre jeune engagé. Il s'appelle Romain Briffaut, il est styliste, il est autiste et au quotidien, il souhaite montrer que son handicap est un atout dans son métier. Reportage. Eh oui, contrairement à d'autres. La maison Romain Briffaut, c'est une maison de couture qui a une particularité, c'est d'être innovante puisque nous faisons des vêtements sur mesure. L'idée de la maison, ça vient de son fondateur, Romain, mon frère. Et lui, il a toujours eu comme projet de dire c'est le vêtement qui doit s'adapter à la personne et pas l'inverse. La personne doit être comprise entièrement, intégralement, y compris sur sa morphologie. Et on ne doit plus lui demander de s'adapter à un vêtement. Avec la vision de Romain, on va à contre-courant de ce qui peut être proposé aujourd'hui dans la fast fashion. Le travail de Romain et ce qu'on essaye de mettre en place avec l'ensemble de la maison Romain Briffaut, c'est le fait de créer des vêtements qui vont aux personnes qui ont un beau tombé, qui rendent finalement le vêtement confortable tout en restant accessible. Un tout m'inspire, c'est-à-dire une musique, une architecture, un tableau, tout peut m'inspirer. Et je suis jamais à court d'inspiration. C'est d'ailleurs le propre de l'autisme, c'est que quand on a justement une particularité, elle est exploitée à 100%. On vient défricher, on vient créer un pan complet de la mode qui n'existe pas aujourd'hui. Et on vient proposer à des gens un vêtement qui leur va. Et c'est pas anodin. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à réparer les personnes quand, depuis plusieurs années, on n'arrive pas à s'habiller dans le commerce classique. C'est un bonheur incommensurable de pouvoir apporter justement une touche humaine à ce métier qui est la mode. C'est un très beau métier et la meilleure façon de lui donner honneur, c'est-à-dire de respecter les personnes qui sont autour de nous et puis surtout chaque cliente qui passe dans notre maison de couture. Au même titre que Romain Briffaut fait des vêtements qui s'adaptent à la personne, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'orientation, en France, on est capable de s'adapter aux personnes qui ont des singularités? Alors une question justement. Qu'est-ce que c'est émouvant. Est-ce qu'on est capable de s'adapter aux personnes qui sont différentes, qui ont des singularités? Mais je pense qu'il faut s'adapter à chacun et chacune d'entre nous. Voilà. Et que, alors bien sûr, on est obligé un peu d'être normatif parfois, mais il faut lutter contre ça. Il faut, de toute façon, on le sera normatif. Donc ça sert à rien d'aller dans ce sens-là. Faisons-en des caisses dans l'autre sens. C'est-à-dire dans l'individu, quel qu'il soit autiste ou pas, peu importe. Et moi, je passe ma vie à ça sur scène, à dire, regardez cette personne-là, écoutez-la. A priori, elle est mauvaise, mais écoutez, vous allez voir. Ou a priori, elle est bonne, mais écoutez aussi bien son discours, etc. Et je pense qu'une vie scolaire, c'est une vie où on devrait mettre en avant un individu et pas une faculté à reproduire, à répéter et à rentrer dans les clous à 13 ans, à être comme ça et s'orienter, etc. Et c'est magnifique, ce garçon qui a dû souffrir aussi d'être, comme on dit, différent, hein, et qui va justement dire, nous sommes tous, donc le vêtement, il doit être unique, puisqu'on est tous différents. Et s'adapter à chaque personne. Et s'adapter à chaque personne. C'est ultra émouvant. Léa, Romain le dit, il est inspiré par tout. Vous êtes architecte, vous concevez des bâtiments notamment en recyclant des matériaux. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette création? Eh bien, j'ai trouvé son discours très cohérent puisque c'est un peu similaire. Tout est inspirant en fait. Même se balader en ville ou dans la rue est inspirant. Sortir, parler à d'autres personnes, échanger est inspirant. Donc effectivement, on trouve l'inspiration n'importe où. Alors vous êtes architecte éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, j'ai une pratique architecturale où je pense le bâtiment dans son ensemble en réhabilitation et notamment sur ses déchets et comment va aussi grandir, évoluer le bâtiment. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, quand on réhabilite des bureaux en logement, que vont-ils devenir encore après? C'est essayer de penser les cycles du bâtiment, sa réversibilité. Donc c'est ce que j'appelle une caractéristique éco-responsable. Et comment recycler peut-être des matériaux aussi, c'est-à-dire ne pas utiliser que du béton par exemple, mais du bois qui pourrait être recyclé. Tout à fait, ou réutiliser des matériaux qui se trouvent déjà dans un même bâtiment, peut-être les réutiliser de manière différente. Une porte peut se transformer en table, en mobilier, etc. Des fenêtres en simple vitrage peuvent être des parois vitrées entre des bureaux, voilà. Ça, on vous l'a appris à l'école d'architecte. Est-ce que c'est nouveau cette façon de penser aussi par rapport à des architectes il y a 20, 30 ans? Alors oui, c'est malheureusement évoqué un peu tardivement dans les cours d'architecture, vraiment en master ou en habilitation à maîtrise d'œuvre. Moi je trouve que c'est un peu tard. C'est un peu tard. Mais je sens que ça arrive aussi et je suis toujours en lien avec l'école d'architecture et je sens aussi que c'est en train de changer dans le bon sens. Donc ça arrive petit à petit. On construit pour l'avenir. Alors Simon Lenné, bonjour. Terraléo, c'est votre entreprise. Vous n'êtes pas dans l'architecture, mais dans le recyclage et donc dans les biodéchets. C'est quoi un biodéchet? Alors, un biodéchet, c'est une définition assez large, mais nous, en ce qui nous concerne, on va parler des déchets alimentaires de la restauration, pour être précis. Et donc voilà, avec Terraléo, on s'est donné pour mission, depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans en septembre prochain, de favoriser le développement du tri et la valorisation séparée des déchets alimentaires au sein de la restauration. Donc on fait ça au travers de différents services de collecte en porte-à-porte, que ce soit en camion ou à vélo, d'ailleurs en partenariat avec une autre société coopérative, Tout en vélo Rouen, dans le centre-ville de Rouen, cette collecte-là, et aussi de la formation au compostage sur site. Donc voilà, avec des cibles et des clients divers et variés. Pour les professionnels, on va retrouver des communes qui font appel à nous, des collèges, des lycées, des collectivités, et aussi des particuliers pour tout ce qui est la partie formation au compostage. Alors quand on parle recyclage, on pense souvent par exemple au plastique, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne recycle pas des aliments? Quand on ne recycle pas les aliments, et ce sera vrai à 90% du temps malheureusement en France, les déchets sont incinérés. Et c'est malheureux pour les biodéchets parce qu'on a tout un cadre réglementaire qui pousse au développement du tri de ces matières organiques. Et le déchet organique, c'est de l'eau à 90%, donc on brûle de l'eau. Et c'est d'autant plus malheureux parce que le biodéchet, on peut en faire de l'énergie via méthanisation, le biogaz, ou un amendement organique. Du compost qui peut nous servir lorsqu'on connaît l'état de nos terres, avec la fatigue des sols, etc. Philippe Toreton, c'est des pratiques que vous mettez en œuvre, le compost par exemple? Moi j'ai toujours vu ma grand-mère, donc c'est ma mémé, le livre que j'ai écrit sur elle, tout garder, tout, y compris le plastique. Elle tressait les sacs en plastique pour faire des cordes et réparer une clôture avec ça, etc. Elle gardait tout. Sa poubelle était ridicule. Enfin, elle en avait, je crois, même pas. Et quand elle avait des cochons encore, du coup, elle faisait sa vaisselle à l'eau chaude, sans produits, détergents, et les eaux grasses allaient aux cochons, avec du pain dedans, avec plein de trucs. Mais les poules aussi, c'est un super recycleur. Vous donnez vos fonds d'assiette à une poule et elle vous donne des œufs en échange. C'est assez formidable. Moi, j'ai 3 poules à Fontenay, en banlieue parisienne, et puis on a la chance d'avoir un jardin. Mais voilà, mais c'est vrai que j'avais lu, je crois, dans Le Monde, sur la ville de... Je sais plus, je crois que c'est San Francisco qui s'est inscrit dans le zéro déchet. Et qui a très vite monté, mais les derniers pourcentages pour atteindre vraiment 100% de recyclables, en fait, sont très durs à atteindre. On arrive vite à 80%, ce qui est déjà énorme, mais entre 80 et 100, ça devient compliqué. Mais ils avaient fait ça, le collecte dans les restaurants, par exemple, avec à la clé de grosses amendes, parce que je pense que ça marche aussi. Et ils ont pu amender comme ça les vignes tout autour, qui sont en train maintenant de brûler à cause du réchauffement climatique, mais c'est une source d'énergie incroyable. Dans le bâtiment, par exemple, j'ai un très bon ami à Tréqueville, en Normandie, pas très loin, qui répare les vieux bâtiments. Mais ce qui est incroyable avec le torchis, vous démontez un mur en torchis, vous prenez les lattes qui servaient à tenir le torchis, vous mettez la terre sur une bâche, vous arrosez, vous compilez, etc., et vous refaites du torchis.
Vous prenez les vieux clous forgés du début du siècle et vous les retapez, ils sont toujours utilisables. C'était les gros clous, vous savez, un peu comme des triangles, un peu tellement. Mais c'est forgé, c'est de l'acier, c'est magnifique. Vous les remettez droit et vous les replantez. Tout est réutilisable comme ça à l'infini. Oui. Bah je rebondis sur votre grand-mère où tout était réutilisé, c'est-à-dire que nous, donc on est souvent identifiés et présentés comme des porteurs de projets innovants. Mais c'est vrai qu'on fait en fait ce qui a été oublié, parce qu'à l'époque, à Paris, les gadous étaient récupérés et puis mis en compostage aussi sur les champs des maraîchers aux alentours. Donc nous, on remet juste au goût du jour des pratiques... anciennes. Exactement. C'est tout à fait vrai, le réemploi, pareil, existe depuis la nuit des temps. Donc effectivement, on remet au goût du jour des choses... très logique en fait. Et dans les projets que vous pouvez mener, les villes par exemple sont moteurs sur cette éco-responsabilité. Oui, là par exemple je travaille avec la métropole de Rouen et vraiment moteur sur l'éco-responsabilité et veut vraiment être exemplaire. Et ils me le disent à chaque fois qu'on est en réunion de chantier, voilà, on veut prendre des décisions qui vont être exemplaires pour l'avenir, pour la suite. Donc effectivement, les villes sont tout à fait moteurs. Alors sur le tri des déchets, la loi est aussi moteur, puisque depuis 2012, les entreprises qui produisent des biodéchets ont l'obligation de les trier et de les valoriser. Ça va être le cas aussi, et c'est le cas dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec des objectifs à 2025 pour les particuliers. Ça vous semble possible ? C'est possible. Pour être en contact régulier, c'est vrai que l'échéance arrive vite, d'autant plus que l'échéance a été avancée à 2023. Donc c'est possible, mais disons qu'il y a beaucoup d'énergie à déployer pour tenir cet emploi du temps. C'est ça, ce délai. Donc c'est possible, mais il va falloir mettre les bouchées doubles. Voilà. Emmanuel, les questions des élèves. Les questions des jeunes, les questions des élèves du lycée des Bruyères. Vous connaissez le lycée des Bruyères ? Je connais très bien le lycée des Bruyères. Vous y avez passé quelques années ? Oui, plus de temps que prévu. Mais... C'est à Sotteville-les-Rouen. Merci beaucoup. On donne la parole à Hakim pour commencer. Comment est-ce que vous réussissez à convaincre votre interlocuteur ? Alors, retour en plateau, Simon, vos clients, les entreprises partenaires. Alors, par des outils parfois. Par exemple, j'ai développé avec Normandie Incubation, j'ai la chance d'être accompagnée par Normandie Incubation, un petit outil, une application qui permet de calculer les déchets évités pour le bâtiment. Donc le poids évité, mais aussi l'impact économique que ça a, puisque quand on évite... Combien ça coûte ? Voilà, et bien à la tonne, par rapport à certains déchets, le prix est différent. Mais on évite aussi de racheter des matériaux. Et c'est surtout ça qu'on met en avant. C'est que de réemployer des matériaux évite de racheter de nouvelles choses. Et donc l'application met en avant, par exemple, si on réutilise tous les radiateurs, quel est le poids déjà des radiateurs économisés, donc en déchets, l'impact environnemental et surtout le prix du radiateur qu'on évite de réinstaller, de réinjecter. Et donc on a vu par rapport à l'application qu'en moyenne, en faisant du réemploi, on économisait 6 € du mètre carré. Ça paraît peu, 6 € du mètre carré, mais quand on le multiplie par beaucoup de surface, eh bien c'est énorme. Bien sûr, si on le fait au niveau national avec tout ce qu'on construit, tout ça à devient fait. Absolument ça, formidable. C'est un argument. Alors l'argument du portefeuille. Alors Simon, nous ça peut pour les plus gros producteurs de biodéchets. Certains sont contraints en fait par la loi et sont assujettis à certaines taxes parce qu'ils dépassent un certain volume de production de déchets. Et donc ces acteurs-là, plus ils font le tri, même jusqu'aux biodéchets, les recyclables et jusqu'aux biodéchets, moins ils ont de pression financière. Donc ça peut l'être, c'est un vrai argument. Parce que voilà, ça leur permet de réduire au maximum leurs ordures ménagères. Et les particuliers, c'est pareil, du coup, ça sera pareil. Voilà, on espère que ce sera pareil, tout à fait. Philippe Torreton, ça choque l'homme engagé que vous êtes, qu'on emploie un argument économique plutôt qu'un argument moral pour. Mais non, absolument pas. Au contraire, même il faut montrer l'économie réalisée. Il faut essayer, en fait, je crois, mais de lever la tête du présent dans laquelle la consommation, notre société de consommation nous met tout le temps. On est en face d'affiches, on est en face de désirs immédiats qu'il faut combler, etc. Mais quand on lève un peu la tête, on voit comme ça une distance et on voit les économies réalisées, ce que ça donne sur 10, 15, 20, 30 ans.
Et c'est vertigineux souvent. Moi, j'aime bien faire ces calculs-là. Au contraire, il faut inciter, il faut modéliser le monde de demain. Sinon, les arguments, on les a encore entendus dans les régionales, c'est l'écologie punitive, etc. Et on sait bien que c'est faux. L'écologie n'est pas punitive. C'est un cercle vertueux. On s'aperçoit que quand tout s'emboîte bien, tout s'emboîte bien justement. Et c'est une spirale. On a tout à y gagner, y compris au plan financier. On retourne à Sotteville-les-Rouen et au lycée des Bruyères, cette fois avec Kenza. Quelle est la place de l'oral dans le monde du travail et dans votre domaine plus spécifiquement? Alors là, c'est la thématique de notre deuxième partie de cette émission à Rouen. Quand il faut convaincre justement des constructeurs, quand il faut convaincre des villes, comment ça se passe? Eh bien, moi, j'essaie de convaincre avec des chiffres surtout. Donc vraiment avec l'économie, le bilan carbone, l'environnement. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, j'essaye de convaincre. Le RSE aussi aide pour les entreprises. Responsabilité sociale et environnementale. Tout à fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que les arguments chiffrés aident beaucoup quand on parle d'un argumentaire fort. Tout à fait. Nous, à l'oral, dans les rendez-vous, quand on cherche à convaincre des partenaires ou des futurs clients, c'est surtout la clarté du sujet, parce qu'on s'est rendu compte que mettre en place le tri, parler tri des biodéchets, etc., et valorisation séparée, ça touche à tout un tas de sujets. Ça implique différentes personnes au sein d'une même structure. Donc c'est surtout la clarté du propos, sur le projet en tant que tel, qui permet de convaincre. Il y a aussi la donnée de la santé. Par exemple, dans le bâtiment, on a beaucoup de produits chimiques. Et quand on utilise, je prends l'exemple des peintures sans COV, c'est sans composants organiques volatiles, c'est bien meilleur pour la santé et pour les utilisateurs dans le bâtiment. Et ça fait partie aussi d'un argument pour convaincre d'être plus écologique dans les bâtiments. Je note quand même que l'un et l'autre, finalement, vous suivez l'exemple et le conseil que donnait Philippe Torreton dans notre première émission, qui était de dire quand on a une cause à défendre, finalement, après l'oral suit, la parole suit. Donc vous allez avec les chiffres. On se donne les moyens. On se donne les moyens. Une dernière question, c'est pas la dernière question de l'émission, mais c'est la dernière question des lycéens de Sotteville-les-Rouen. Elle est signée Mathéo. Pareil, est-ce que cela permet de stimuler votre créativité? La créativité peut-être une question, cette question. Est-ce que parler, l'acte de parler stimule votre créativité? Moi, je dirais oui. Oui, parce que j'étais un élève très déficient en français, en conjugaison. J'avais en gros 0 à toutes les dictées, alors que c'était justement ce prof de français qui m'en faisait faire. Et l'oralité m'a permis de faire de belles phrases. J'avais pas à les écrire, donc ça va. Ça me rassurait. On peut bien parler. Il suffit d'apprendre un texte par cœur et on le répète. Et du coup, ça m'a donné ce goût-là. Et en fait, je me suis aperçu, il y a pas si longtemps que ça, en regardant mes cahiers d'écolier, je me suis mis à écrire l'année où j'ai commencé à faire du théâtre. Donc l'oralité m'a permis d'écrire. Alors évidemment, au début, on écrit avec plein de fautes, etc. Et puis après, on se corrige et on progresse, mais je fais toujours des fautes et puis je pense que j'en ferai toujours. Mais ça ne m'a pas handicapé pour écrire, ça m'a pas freiné. Donc oui, moi je crois que l'oralité permet c'est un filtre de moins. Enfin, je trouve que c'est plus direct entre le cerveau et la parole que entre le cerveau et peut-être l'acte d'écrire ou autre chose. Mais j'ai le sentiment que oui, on peut moi tout seul, par exemple, j'échafaude plein de choses tous les jours. En articulant à voix haute, pas seulement en pensée, mais je les formule. Vous parlez en marchant dans la rue et que les gens vous regardent en se disant... Bien sûr. Vous avez repéré le CSI. Léa et Simon, la créativité, elle a une part importante aussi dans votre domaine. Est-ce qu'en parler, en discuter avec des publics différents, ça permet de faire émerger des idées? Oui, tout à fait. En discuter aussi avec les artisans, quand on est sur le chantier... ils sont aussi très riches d'idées, donc il faut bien sûr communiquer sur ce qu'on fait, essayer d'inclure au mieux tous les acteurs dans le secteur du bâtiment. Et puis au final, on a beaucoup de bonnes surprises dans le réemploi quand on inclut tout le monde. Pareil. Surtout pendant cette période-là qu'on en sort, la période Covid, où il a fallu trouver pas mal de solutions assez rapidement pour rester sur ses pattes et continuer d'avancer. Et pour trouver ces solutions, il faut se rencontrer avec ses employés, échanger pour faire émerger des idées, et prendre des décisions et être réactif face à une situation qui nous dépasse. Et j'ai le sentiment, moi, que parler, formuler oralement ce qu'on croit, ce qu'on pense,
c'est un vérificateur, en fait. D'abord, on le confronte aux autres, mais on s'aperçoit aussi soi-même que ah non, c'est une connerie, effectivement. C'est pour ça qu'on parle tout seul. Mais oui, mais ça, c'est comme on vérifie si l'enduit tient bien ou pas. Et parfois, ça s'écroule de soi-même parce qu'on l'a formulé. On se dit ah bah non, c'est con ce que je pensais. Excusez-moi. Et ça s'écroule tout seul comme un château de cartes. Et parfois, c'est solide. Et l'oralité nous a confirmé que notre pensée avait une justesse. Je crois que ça sert aussi à ça. Madame Lopez, je suis élève au lycée des Bruyères. Je peux poser une question? Allez-y, monsieur David. Merci beaucoup. Non, je trouve que le nom de votre cabinet d'architecte est merveilleux. L'atelier infini. En 2 mots. Alors, atelier pour ce côté en relation avec les artisans, puisque c'est vraiment ce que je souhaitais véhiculer. Et puis infini pour le réemploi à l'infini. Voilà. Alors c'est une émission qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes, hein, on le dit à chaque fois, aux parents, aux grands-parents, et voilà, ils peuvent écouter. Bienvenue dans cette émission. Mais vous deux, vous êtes jeunes, vous vous êtes lancés. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? C'est-à-dire que ça peut motiver, des jeunes peuvent être motivés à lancer leurs entreprises, mais parfois c'est compliqué. Ah oui, plein. Oui, plein. Mais heureusement, parce que beaucoup d'obstacles ont été des tremplins en fait. Mais des non nous ont aidés à avoir des oui plus grands. Donc oui, on a rencontré plein d'obstacles et je pense que c'est bien de les avoir et qu'il faut se dire qu'on en aura plein encore. Oui, il faut l'accepter. Mais il faut l'accepter, voilà. Et il faut persévérer. Je pense que c'est là aussi un peu le secret d'une entreprise qui marche, c'est persévérer, s'entourer, bien s'entourer et puis pas avoir peur des obstacles. Et puis ça arrivera et voilà. Ouais, c'est ça complètement. Ouais. La persévérance, je pense que c'est ça le mot, parce que l'entrepreneuriat, c'est une succession d'échecs par lesquels il faut passer. Bien sûr. Mais oui, il faut passer, il faut l'accepter. Le fait, c'est vraiment un accélérateur d'ascenseur émotionnel, l'entrepreneuriat. Et il faut arriver à garder le cap au travers cet ascenseur. Il faut accepter qu'on va tomber, qu'on va chuter, mais c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher, une entreprise. Il va forcément tomber, mais plus il va tomber, plus il va marcher aussi plus vite. Donc c'est ça qu'il faut Philippe, j'ai l'impression que ça peut faire écho au métier d'acteur, ça aussi. Ah mais oui, parce que souvent j'ai l'impression que je suis à la tête de ma petite entreprise à moi. Enfin, un acteur est un auto-entrepreneur un petit peu. Et on est engagé ponctuellement comme ça sur des... Et les cartes sont rebattues. Donc effectivement, ça, souvent, quand j'entends des gens qui ont fait leur entreprise, ou le monde du travail en général, mais entrepreneurial en particulier, à avoir, bien sûr, dans certains mécanismes ou dans certaines solitudes aussi, dans certains genoux qui tremblent aussi, on est un peu tout seul. Et chaque projet détermine le projet suivant aussi. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que je passe le bac tous les ans, plusieurs fois par an. Un spectacle qui est mauvais, où on me reconnaît comme mauvais. Alors, j'ai un petit crédit quand même pour quelques années, mais il faut pas que j'en accumule trop. Oui. En tout cas, au cinéma, c'est très sensible, ça. La sanction commerciale, par exemple, d'un film, même si on est très bon dedans, va handicaper le film d'après, pour vous. Merci à vous tous d'avoir été parmi nous pour cette émission spéciale Rouen. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine étape du Monde Campus, le MAG, on va prendre quelques vacances, Josépha? Un petit peu, oui. Allez, on revient en septembre et on sera à Nantes. Et d'ici là, vous pouvez retrouver cette émission spéciale Rouen en rediffusion, évidemment, chez nos hôtes de la chaîne normande, que l'on remercie chaleureusement pour leur accueil, sur le site internet lemonde.fr et aussi sur les TV locales partenaires. On vous dit à très bientôt et merci encore. À bientôt. Merci. Merci.